Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Le manifeste de Brazzaville a 80 ans. Dans le cadre de cet anniversaire, plusieurs chefs d'État ont appelé à l'unité en matière de lutte contre le terrorisme sur le continent. Au sommaire également, les conséquences économiques de la crise sanitaire, notamment dans le secteur du tourisme. En Tanzanie, c'est toute une industrie qui est à l'arrêt, vous le verrez. Au Tchad, il est également question du Covid-19, inquiétude des populations face à la possibilité d'une deuxième vague, crainte également du côté des médias qui ne parviennent pas toujours à obtenir les informations officielles relatives à la situation épidémique. Brazzaville, la capitale congolaise, a abrité ce 27 octobre un colloque international à l'occasion des célébrations des 80 ans du manifeste de Brazzaville, l'acte par lequel le général de Gaulle désignait cette ville comme capitale de la France libre durant la Seconde Guerre mondiale. Des chefs d'État africains ont fait le déplacement à l'invitation du président congolais Denis Sassou Nguesso, l'occasion d'appeler à plus de solidarité dans la lutte contre le terrorisme. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzo. 3 chefs d'État africains ont répondu à l'invitation de leur homologue congolais Denis Sassou Nguesso à la commémoration du 80e anniversaire du manifeste de Brazzaville, célébré cette année à travers un colloque international du 27 au 28 octobre 2020 sous le thème De Gaulle et Brazzaville, une mémoire partagée entre la France, le Congo et l'Afrique. Il s'agit du maréchal Idriss Déby Itno du Tchad, Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine. De toute l'Afrique équatoriale française et de sa capitale Brazzaville partirent en effet des milliers de combattants de différentes nationalités, camerounais, centrafricains, gabonais, tchadiens et congolais. Ils partirent avec enthousiasme se battre avec bravoure dans le désert de Birakem. Par ailleurs, les premiers ministres Joseph Dion Ngouté du Cameroun, Rose Christiane Osuka Raponda du Gabon et le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ont représenté le chef d'État. Le manifeste de Brazzaville représente un tournant décisif dans l'histoire de la France libre. Il a généré les premiers grands ralliements africains qui ont joué un rôle important en France sous l'occupation nazie. La France libre fut africaine, mais cette histoire a longtemps été curieusement occultée, comme reléguée dans l'ombre des exploits de la résistance intérieure, de la lutte alliée, auxquels de très nombreux travaux ont bien sûr été consacrés. Et je pense que 80 ans après, il faut remédier à cet oubli historiographique. Le manifeste du 27 octobre est encadré par un discours que De Gaulle prononce à la radio Brazzaville le 26 octobre 1940 et un autre le 27 octobre, le même jour du manifeste, à la radio de Léopoldville, actuelle Kinshasa. Référendum constitutionnel en Algérie, fin de la campagne électorale ce mercredi. Les électeurs sont, attendus aux urnes le 1er novembre. Le projet de nouvelle constitution voulu par le président Abdelmajid Tebboune continue d'être rejeté par le mouvement de contestation qui réclame l'élection d'une assemblée constituante chargée d'écrire une nouvelle loi fondamentale qui serait le fruit des aspirations populaires. Le marché financier du Zimbabwe enregistre les meilleures performances parmi les indices boursiers africains. Un bilan au terme de ces 9 derniers mois, de quoi surprendre en raison de la conjoncture actuelle que connaît le Zimbabwe. Philomentine. Le Zimbabwe Stock Exchange est le marché boursier le plus performant d'Afrique, avec une progression de 612% de son principal indice durant les 9 premiers mois de l'année, s'achevant fin septembre 2020.
la bourse du Zimbabwe a connu la meilleure performance des indices boursiers africains, note la plateforme African Markets. Le véritable problème au Zimbabwe, c'est qu'effectivement, l'économie réelle se retrouvait extrêmement fragilisée et surtout l'économie de la monnaie réelle. Donc, du coup, les investisseurs avaient besoin de pouvoir mettre leur placement sur des actifs sécurisés. Et comme les bourses sont réglementées par un ensemble de directives qui permettent qu'il y ait une certaine protection de l'intérêt des investisseurs, plusieurs d'entre eux sont allés réaffecter leurs ressources sur les actifs boursiers. Le Zimbabwe est miné depuis le début des années 2000 par une crise économique et financière catastrophique. La faiblesse de son économie locale, notamment le marché monétaire, explique ce regain de dynamisme de la bourse du pays. Techniquement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, le marché n'est pas toujours un reflet des dynamiques de l'économie réelle. Donc on peut effectivement avoir une bourse qui explose alors que l'économie elle-même peine à trouver ses marques. C'est d'ailleurs le cas aux États-Unis. Le S&P 500, qui est le principal indice de la bourse américaine, qui a explosé de près de 152% depuis le début de l'année, alors que l'économie américaine est attendue sur une baisse globale qui est autour de 4,5%, 6,5%. À noter qu'en juin dernier, la bourse du Zimbabwe avait suspendu ses opérations. Pour cause, protéger la devise locale qui a été entraînée dans une chute en raison d'activités illicites qui sabotent l'économie zimbabwéenne. La crise sanitaire qui fait suite à la pandémie de coronavirus fait planer le spectre d'un chômage de masse dans différents pays puisque des secteurs entiers ont été mis à l'arrêt durant la période de confinement. C'est notamment le cas en Tanzanie où l'économie repose en temps normal, entre autres sur le tourisme. Un tourisme aujourd'hui en pleine crise et c'est tout un secteur qui est menacé, comme vous allez le voir dans ce sujet de la rédaction. Le tourisme, une industrie à l'arrêt. C'est désormais toute la filière qui est menacée. C'est dans ce contexte que se déroulent les élections générales, un contexte de tension économique causé par l'impact de la crise sanitaire sur le secteur du tourisme de Zanzibar, qui fournit 80% des revenus étrangers de l'archipel. Il est le plus grand employeur du secteur privé. Notre activité dépend de l'industrie du tourisme. Donc nous serons heureux si après les élections, il n'y a pas de combat. Nous serons ravis d'avoir des touristes pour continuer nos affaires. Nous serions heureux. Une reprise de l'activité touristique est loin d'être assurée, notamment en raison de la situation politique liée aux élections du 28 octobre. L'opposition accuse le pouvoir de préparer des fraudes par le biais d'une manipulation du fichier biométrique des électeurs. Il y a de l'inquiétude, il y a un fort contingent de policiers anti-émeutes. Des militaires qui ont été déployés à Zanzibar, en particulier à Pemba. Il y a des tensions. À Stone Town, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, les commerçants espèrent deux choses. Un scrutin présidentiel apaisé et une reprise de l'activité touristique à Zanzibar après les élections. Hassan Hayek est un acteur incontournable en Côte d'Ivoire. Il vient en aide aux personnes dans le besoin. Hassan Hayek, également engagé sur des questions telles que l'immigration clandestine, tout en interpellant dans le même temps la classe politique ivoirienne. Viviane Baouken. Il est né au Liban, mais il n'a connu que la Côte d'Ivoire. Pour les membres du bénévole du premier secours, il a un cœur d'or. Ce cœur bat aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, son pays d'adoption. Bénévole de première heure, Hassan a développé en Côte d'Ivoire un réseau de donateurs à l'écoute des personnes vulnérables. À la veille des élections présidentielles du 31 octobre, Hassan Hayek exhorte les Ivoiriens à l'apaisement. Les tensions sont là, on les a vues. On a vu même des scènes ces 2 jours qui sortent de l'ère du temps parce que les gens qui se découpent à la machette. Et on a eu l'impression qu'on est dans les années 1910. Aujourd'hui, je voudrais dire aux gens de mettre un peu d'eau dans leur vin et de pouvoir communiquer, discuter, parce que la brutalité n'a jamais réglé un problème. Hassan Hayek est un entrepreneur social. Avec plus de 200 000 abonnés sur le réseau social Facebook, c'est l'un des plus connus de la Côte d'Ivoire. Présent sur les réseaux sociaux, il identifie les appels à l'aide, vérifie les informations et intervient quand la situation s'impose. On est en Afrique et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Donc, en aucun cas c'est politique.
Dans tout le monde entier, il y a des ONG, il y a des fondations qui sont une continuité de ce que l'État développe dans le domaine de la santé, dans beaucoup de domaines. Et chacun a sa part à jouer, parce que chaque personne peut être influente à son niveau à lui. Et c'est une manière de dire merci à la Côte d'Ivoire et comme on dit, changer le visage de l'Afrique aujourd'hui. Au-delà de ses actions sociales, Hassan Hayek mène un combat contre l'immigration clandestine et interpelle souvent les autorités ivoiriennes sur les conditions de retour et d'insertion des migrants ivoiriens. Loin des chapelles politiques, Hassan Hayek croit en une Côte d'Ivoire unie et rassemblée et au renouvellement de la classe politique dirigeante qui ne devrait en aucun cas fragmenter le tissu social. Quelle est la situation sanitaire réelle? C'est la question que se posent de nombreux médias d'information tchadiens qui peinent en effet à obtenir les informations officielles sur la situation liée au Covid-19, ce qui complique leur mission autour de cette question de santé publique. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mamad Ramadan. Au Tchad, les organisations de journalistes dénoncent le difficile accès aux sources officielles d'information en période de crise sanitaire. Malgré les multiples appels de l'Union des journalistes tchadiens pour faciliter le travail des reporters sur le terrain, la crise de confiance persiste entre les services publics et les journalistes. Cette situation inquiétante pour les médias est très accentuée pour les rédactions du secteur privé, dont les reporters sont systématiquement considérés comme nuisibles. Malgré les sollicitations, les recommandations des journalistes pendant les différentes assises, pour faciliter l'accès à l'information des journalistes, mais jusqu'à aujourd'hui, nous constatons qu'il est difficile à un journaliste d'accéder aux informations, ce qui empêche en fait l'épanouissement de journalistes d'investigation. C'est pourquoi nous avons saisi l'occasion de la journée internationale de l'accès universel à l'information proclamée par l'UNESCO pour organiser une conférence débat. Et c'était l'occasion aussi pour les professionnels de médias d'échanger autour de ce thème. Les organisations des médias estiment qu'à force d'être refoulés dans leur quête d'information, les journalistes se trouvent à relier des rumeurs et des données non officielles, ce qui expose les rédactions aux sanctions du régulateur et pénalise le public en matière d'informations fiables et vérifiées. L'accès à l'information, d'une manière générale, et plus particulièrement pendant la période de crise, reste un grand problème, un grand défi pour le journaliste tchadien d'une manière générale, et ceux de la presse privée en particulier. Faute de pouvoir accéder aux sources d'informations fiables, vérifiées et crédibles, les journalistes, certains bien sûr, se fient aux rumeurs, ce qui les expose aux poursuites judiciaires, et des sanctions disciplinaires, etc. Alors que les autorités tchadiennes prônent la transparence dans la gestion des affaires publiques, elles admettent de moins en moins les critiques des médias. De son côté, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel estime que pour rétablir la confiance entre les sources officielles et les rédactions, il est nécessaire de professionnaliser et d'assainir le métier du journaliste. Samuel Eto'o nommé au poste d'ambassadeur itinérant à la présidence de la République du Tchad sur décision du président Idriss Déby Itno. Une nouvelle nomination qui vient honorer une fois de plus l'ex-attaquant camerounais et ancienne légende du Barça. Le compte-rendu de José Douglas. Samuel Eto'o devient ambassadeur itinérant de la République du Tchad, au même titre que Nahir Abakar, entraîneur social et conseiller à la jeunesse de l'Union africaine. Ces deux personnalités ont été nommées par décret signé du chef d'État tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno. Samuel Eto'o s'est rendu à Djamena dans le cadre du concours L'École des champions, initié par Nahir Abakar. Ce concours qui offrait 15 bourses à des joueurs de 10 à 15 ans qui intégreront le Kadji Sport Academy du Cameroun. Juste après s'être entretenu avec le maréchal du Tchad, l'international camerounais Samuel Eto'o est allé à la rencontre de la première dame du Tchad, Inda Déby Itno. Les voies et moyens d'établir un partenariat dynamique entre la Fondation Grand Cœur et la Fondation Eto'o ont été explorés au cours des discussions. D'abord, toutes mes félicitations à la première dame du Tchad.
Quand vous cherchez toujours à donner du sourire aux autres, pour moi, c'est la chose la plus importante. Je vous rappelle qu'à l'issue de cette première édition de l'école des champions, 15 jeunes joueurs tchadiens iront se former dans une école au Cameroun. Samuel Eto'o souhaitait l'accord du couple présidentiel. L'idole du football africain a rencontré Mme Inda Debi-Into, comme je vous le disais, avec la casquette de président de la Fondation Eto'o, qui évolue entre autres dans le secteur de l'éducation, de la santé, du développement communautaire. Interrogé à sa sortie d'audience, l'ex-international camerounais a précisé. Je suis extraordinairement touché par les actions de bienfaisance de la FGC, Foundation Grand Cœur. Donner du sourire aux autres, c'est un choix du cœur. Sincèrement, je remercie la Première Dame d'avoir fait ce choix-là. Nous verrons ensemble comment multiplier ces possibilités. J'espère que l'Éternel nous donnera beaucoup de force pour ça. Samuel Eto'o, qui est aussi le seul joueur africain à remporter la Ligue des Champions à 3 reprises. Il est également le seul joueur à obtenir le Ballon d'Or africain 4 fois. En 2003, 2004, 2005 et 2010, Samuel Eto'o a aussi remporté les Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, la Coupe d'Afrique des Nations 2000 et 2002. Il a également été meilleur buteur de la CAN. Moins d'un mois après le rejet de son pourvoi en cassation, Félicien Kabuga, soupçonné d'avoir été le financier du génocide du Rwanda, a été remis ce lundi 26 octobre au mécanisme de l'ONU sur le Rwanda à La Haye. Une procédure avant un éventuel transfert à Arusha en Tanzanie, arrêté en mai près de Paris après 25 ans de cavale. L'homme d'affaires âgé de 84 ans est accusé d'avoir participé à la création de milices ayant pris part au génocide de 1994 qui fit 800 000 morts selon l'ONU. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.